Tout le monde se souvient de lui en plein saut, suspendu dans l'air comme si la gravité avait signé une trêve. Le sourire, l'élan, la lumière. Et pourtant, pendant des années, Patrick Dupont a vécu avec une autre image collée au cœur. Celle d'un garçon qu'on n'écoute pas. D'un adolescent qu'on humilie. D'un homme qu'on applaudit, puis qu'on efface. Parce que l'histoire de Patrick Dupont, ce n'est pas seulement celle d'un prodige. C'est celle d'un corps devenu drapeau, d'un talent devenu prison, d'une étoile qui brûle si fort qu'elle finit par se consumer. Et au milieu de cette trajectoire, il y a une question qui fait mal, mais qu'on doit se poser dès maintenant. Comment l'homme qui a fait rêver la France entière a-t-il pu finir brisé, dépendant, et presque oublié, avant de revenir, une dernière fois, sous les projecteurs, alors qu'il était déjà en train de mourir? Restez bien avec moi, parce que plus on avance, plus cette vie ressemble à une danse contre le destin. Et si, à un moment, vous sentez que ça vous serre la gorge, que ça vous rappelle quelqu'un, ou que ça vous rappelle vous-même, alors prenez 2 secondes. Laissez un j'aime, abonnez-vous. Pas pour l'algorithme. Pour que ces histoires-là continuent d'exister. Au départ, il n'y a pas de palais, pas de dorures, pas de coulisses luxueuses. Il y a le 11e arrondissement de Paris, une enfance au goût de bitume, de cages d'escalier froides, de bruit de vaisselle et de fatigue. Patrick Dupont naît le 14 mars 1959. Son nom complet, Patrick Jean-Baptiste Dupont. Un nom qui, à l'époque, ne signifie rien. Personne ne devine qu'il deviendra un symbole. Son père part très tôt. Un départ qui ne fait pas de bruit, mais qui laisse un vide. Et ce vide, chez un enfant, ça ne reste pas tranquille. Ça remue. Ça se transforme en nervosité, en énergie, en rage parfois. Sa mère, elle, travaille. Elle sert, elle court, elle tient debout. Une brasserie des grands boulevards, des horaires qui cassent les jambes, une vie où on n'a pas le luxe de s'écrouler. Elle élève son fils seul, ou presque, avec ce mélange de tendresse et de dureté que seules les femmes épuisées savent inventer. Patrick, lui, est un paquet d'électricité. Un enfant incapable de rester en place. Un enfant qui bouge comme s'il cherchait une sortie, une porte cachée dans les murs. Sa mère tente tout, le football, le judo, des activités pour le fatiguer, pour l'user, pour le calmer. Mais le calme ne vient pas. Ce n'est pas un enfant qu'on canalise. C'est un enfant qu'on doit comprendre. Et puis un jour, presque banal, presque insignifiant, tout bascule. Imaginez la scène. Un trottoir parisien. Un après-midi gris. Le bruit des voitures, les voix, les pas. Patrick passe devant une salle. Une vitrine, un reflet, et derrière, un cours de danse. Des corps alignés. Des chignons. Des justes au corps. Des bras qui dessinent des lignes dans l'air. Et là, dans la poitrine du petit garçon, quelque chose s'ouvre. Pas une envie. Pas un caprice. Une évidence. Il ne sait pas ce qu'il voit. Il sait juste que ça l'appelle. Sa mère hésite. Parce qu'à cette époque, un petit garçon qui fait de la danse, ce n'est pas normal. C'est un motif de moquerie. Un risque. Une étiquette. Et dans certains quartiers, une cible. Mais elle voit son regard. Un regard qui n'a rien à voir avec les autres envies d'enfant. Un regard qui dit, si tu me refuses ça, tu me refuses moi. Alors elle dit oui. Ce oui est peut-être l'acte le plus important de toute la vie de Patrick Dupont. Le premier cours arrive. Et très vite, les adultes comprennent. Ce n'est pas seulement un enfant qui aime danser. C'est un enfant possédé par quelque chose. Un enfant qui écoute la musique comme si elle lui parlait. Un enfant qui tombe, se relève, recommence, sans se plaindre, avec une intensité qui fait peur. Parce que quand un enfant met autant de lui-même dans un mouvement, c'est qu'il met aussi beaucoup de lui-même dans une blessure. C'est là que surgit une rencontre déterminante. Max Bosoni, ancien danseur, figure exigeante, regard aiguisé. Quand Bosoni observe Patrick, il ne voit pas seulement un talent. Il voit une matière brute. De l'instinct, du feu, mais aussi une faim. Cette faim particulière des enfants qui veulent prouver qu'ils méritent d'être aimés. Bosoni devient plus qu'un professeur. Il devient un repère. Un tuteur. Parfois un bourreau, parfois un sauveur. Dans la danse classique, l'amour est souvent un amour dur. Un amour qui corrige, qui casse, qui exige. Et Patrick accepte. Il accepte parce qu'il préfère souffrir pour une raison, que souffrir sans raison. Dans le même temps, il est aussi formé par Claude Bessy, qui marque l'école de danse de l'Opéra de Paris. Une école qui ne ressemble pas à une école. Une école qui ressemble à une forge. Une machine qui fabrique des corps parfaits, mais qui laisse parfois des âmes sur le sol. En 1969, Patrick n'a que 10 ans quand il entre dans le programme préparatoire de l'école de danse de l'Opéra. 10 ans. À cet âge-là, certains apprennent à faire du vélo sans les mains. Lui apprend à tenir sur demi-pointe, à souffrir en silence, à compter, à se placer, à recommencer. Et surtout, il apprend la règle non écrite de cet univers,
Tu n'existes que si tu es impeccable. Sauf que Patrick a un problème, justement. Il ne veut pas juste être impeccable. Il veut exister. À l'école, il se fait insulter. On le traite. On le vise. Parce que la danse classique, chez un garçon, ça déclenche les réflexes les plus cruels. Patrick raconte plus tard qu'on le crache, qu'on le moque, qu'on le laisse seul. La solitude devient son bruit de fond. Et à force, elle se transforme en carburant. Vous imaginez ce paradoxe? On l'humilie dans la vie, et sur scène, on le glorifie. On le rejette dans la cour, et on l'applaudit dans la salle. Comment un adolescent construit-il sa personnalité, quand le monde lui envoie des messages aussi contradictoires? C'est là que naît la dualité qui va le suivre toute sa vie. Patrick Dupont va devenir un homme public incandescent, irrésistible, presque solaire, mais intérieurement, il restera longtemps ce garçon qui se bat pour ne pas disparaître. En 1975, il entre dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Il a 16 ans. Pour beaucoup, c'est déjà un sommet. Pour lui, c'est le début d'une guerre. À l'opéra, on ne te donne rien. On t'observe. On t'évalue. On te classe. On te compare. La plupart des jeunes danseurs se fondent dans la masse. Ils apprennent à être discrets, à attendre. Patrick, lui, refuse l'invisibilité. Il veut qu'on le voie. Pas par caprice. Par nécessité. Il y a une phrase qu'on pourrait presque entendre dans sa tête, « Si je ne suis pas remarqué, je n'existe pas ». Et voilà ce qu'il fait. Même dans le corps de ballet, même quand on lui demande d'être identique aux autres, il trouve une façon d'être légèrement différent. Une inclinaison. Un regard. Une présence. Il attire l'œil. Il provoque le destin. Et puis arrive 1976. Le concours international de ballet de Varna, en Bulgarie. À l'époque, c'est un temple. Un lieu où les danseurs venus de partout s'affrontent, où les réputations se brisent ou naissent. Patrick y va. Il n'a pas l'âge, pas le statut, pas la sécurité d'un grand nom. Il y va avec son corps, son audace, sa rage. Il danse des variations difficiles, virtuoses. Des morceaux qui demandent autant de technique que d'âme. Et quand il termine, il ne gagne pas seulement une médaille. Il déclenche un choc. Patrick Dupont remporte l'or. Il devient le premier Français à imposer cette victoire dans un concours, où pendant longtemps, les grands systèmes de formation dominaient. Ce n'est pas seulement une récompense. C'est un signal. La France tient quelque chose. Imaginez ce retour à Paris. Imaginez sa mère. Imaginez Bosoni. Imaginez l'enfant du 11e, qui revient avec une médaille d'or comme un talisman. La danse, soudain, n'est plus une bizarrerie. Elle devient une fierté. Elle devient une revanche. Et c'est là que la machine s'emballe. En quelques années, Patrick grimpe. Coryphée. Premier danseur. Il travaille, il brûle, il impressionne. Il danse avec une façon très particulière de défier l'air. Comme s'il cherchait toujours une fraction de seconde de plus, là-haut, au-dessus du sol, comme si le sol était une menace. Puis vient 1980. Un soir où tout change. À l'Opéra de Paris, Patrick Dupont est nommé danseur étoile. Il a 21 ans. 21 ans. L'âge où la plupart des gens hésitent encore sur leur avenir. Lui devient la plus haute figure du ballet français. La nomination se fait dans Václav, une œuvre qui porte déjà en elle une ombre particulière, parce qu'elle renvoie à Nijinsky, ce génie brûlé, ce danseur mythique dont l'histoire parle aussi de fragilité et de vertige intérieur. Comme si, sans le savoir, Patrick entrait dans une lignée. Une lignée d'artistes qui touchent au sublime, et qui se brûlent les ailes. Le public tombe amoureux. La presse s'emballe. Patrick n'a pas seulement la technique. Il a quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, l'impact. L'aura. La présence animale, presque insolente. Quand il entre sur scène, on le suit. On le regarde. On oublie les autres. Il danse avec les plus grands. Il traverse le répertoire. Il séduit. Il fascine. Il devient le visage d'une génération. Dans un pays qui aime ses étoiles comme on aime ses héros, il est là, et il brille. Mais attention. C'est maintenant que le piège commence. Parce que quand tu deviens une star à 21 ans, tu ne grandis pas normalement. Tu ne te cherches pas. Tu te figes. Tu deviens une image. Et les images, ça ne doit jamais trembler. Ça ne doit jamais avouer la fatigue. Ça ne doit jamais dire « j'ai peur ». Alors Patrick continue. Encore plus. Encore plus loin. Encore plus haut. Il danse pour de grands chorégraphes, il multiplie les scènes, les tournées. Il s'ouvre à d'autres styles, d'autres univers. Il veut tout. Il veut vivre 10 vies en une. Et surtout, il veut prouver qu'on ne s'est pas trompé sur lui. Vous voyez le mécanisme? Plus on l'applaudit, plus il sent la pression. Plus il réussit, plus il doit réussir encore. Parce que tomber, pour lui, ce n'est pas seulement perdre un rôle. C'est redevenir invisible.
C'est redevenir ce petit garçon qu'on crachait dans la cour. Et si vous sentez que ce mécanisme vous parle, si vous avez déjà eu l'impression d'être aimé seulement quand vous performez, dites-le en commentaire. Vraiment. Ça peut sembler simple, mais parfois, mettre des mots sur ce genre de choses, ça libère. Et puis, votre expérience peut aider quelqu'un d'autre qui écoute en silence. Les années passent. Patrick devient une institution à lui tout seul. Il fait des apparitions, il touche un public plus large, il incarne une forme de modernité. L'étoile qui ne se contente pas d'être un danseur silencieux dans une tradition figée. Il parle. Il s'affirme. Il bouscule. Et en 1988, nouveau tournant, il prend des responsabilités artistiques à Nancy, à la tête d'un ballet en région, avec l'envie de construire, d'organiser, de transmettre, de diriger. Ce n'est plus seulement le danseur. C'est l'homme qui veut orienter un destin collectif. Puis vient 1990. À 31 ans, Patrick Dupont est nommé directeur de la danse du Ballet de l'Opéra de Paris. Succédé, symboliquement, à une figure immense qui a marqué l'institution. 31 ans. C'est jeune. Très jeune. Et c'est là que beaucoup auraient savouré un triomphe total. Mais pour Patrick, c'est une autre forme de cage. Parce que l'Opéra de Paris n'est pas seulement un théâtre. C'est une forteresse. Une hiérarchie. Des traditions. Des codes. Des alliances. Des susceptibilités. Et Patrick, lui, n'a jamais été un homme de diplomatie. Il veut que ça bouge. Il veut ouvrir. Il veut mélanger. Il veut faire entrer d'autres influences. Il veut choisir autrement. Il veut parfois choquer un peu, secouer les habitudes. Il a le tempérament des artistes qui brûlent. Quand quelque chose les bloque, ils ne savent pas attendre. Ils explosent. Et là, au lieu d'être seulement jugé sur sa danse, il est jugé sur ses décisions, sur son caractère, sur sa façon de diriger. Il se retrouve au centre de tensions, de critiques, de murmures. Il découvre une solitude nouvelle. La solitude du chef. La solitude de celui qu'on attend au tournant. À l'intérieur, il s'épuise. Et le corps, dans tout ça, n'est pas une machine. C'est un organisme. Les blessures arrivent. Les douleurs chroniques. La fatigue. La pression. Et quand on souffre, quand on doit continuer, quand on doit tenir, on cherche parfois des béquilles. Au début, ce sont des médicaments. Juste pour passer une répétition. Juste pour dormir. Juste pour calmer un nerf, une douleur, une angoisse. Puis les béquilles deviennent des habitudes. Et les habitudes deviennent des chaînes. Patrick tient encore, mais on sent que quelque chose se fissure. En 1995, il quitte son poste de directeur. Un départ qui ressemble déjà à un aveu. Cette place-là, même prestigieuse, est en train de le dévorer. Et ensuite, vient l'année 1997. L'année qui va le marquer au fer rouge. Patrick est sollicité pour être membre du jury du Festival de Cannes. Un honneur, un événement national, une reconnaissance d'un autre monde que celui des pointes et des coulisses. Il accepte. Il pense être couvert. Il pense que l'opéra comprend. Mais l'institution, elle, ne pardonne pas l'absence. 3 jours. 3 jours qui vont coûter une carrière. La direction ne l'accepte pas. Patrick est licencié. Licencié. Le mot est brutal. Presque administratif. Comme si on parlait d'un employé banal. Mais là, on parle d'un homme qui a donné sa vie à cette maison depuis l'enfance. Un homme qui a porté l'image de l'opéra à travers le monde. Et soudain, on le met dehors. Il se défend. Il attaque. Il se bat. D'abord, il perd. Puis la justice finit par reconnaître que ce licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. Sur le papier, il gagne. Mais dans la chair, il a déjà perdu quelque chose d'essentiel, sa place. Son identité. Son centre de gravité. Imaginez ça. Un danseur étoile, c'est un statut qui n'est pas seulement un métier. C'est une peau. Et quand on t'arrache cette peau, tu saignes même si tu continues à respirer. La presse se nourrit de l'affaire. Les gens commentent. Certains le défendent. D'autres se moquent. Et lui, au milieu, se retrouve à flotter dans un vide. Il n'est plus l'homme de l'opéra. Il n'est plus le prince du palais Garnier. Il est Patrick, tout court. Et Patrick, tout court, ne sait plus très bien où poser ses pieds. Et c'est là qu'arrive l'autre catastrophe. Celle qui ne se joue plus dans les bureaux, mais sur l'asphalte. Janvier 2000. Patrick revient d'un engagement physique et moral, il a participé au nettoyage des plages après une marée noire. Des jours à ramasser, gratter, sauver ce qui peut l'être. Un travail harassant, sale, qui colle à la peau. Une fatigue qui te prend jusque dans les os. Il reprend la route. Seul. Épuisé. Et puis il y a ce moment que beaucoup de gens ont déjà vécu. Les yeux qui piquent, la tête qui tombe, le corps qui lâche une seconde, et cette seconde suffit. La voiture sort de la route. Le choc est violent. Terrible.
Quand on le sort de la carcasse, c'est un miracle qu'il soit vivant. Le bilan est vertigineux, 134 fractures. 134. C'est presque un chiffre qu'on n'arrive pas à imaginer. Comme si le corps avait été brisé en 1000 morceaux. Il a des vertèbres détruites, une main gravement atteinte, des os partout. On reconstruit, on visse, on remplace, on tente de sauver. Et les médecins prononcent des mots qu'un danseur ne devrait jamais entendre. Peut-être qu'il ne marchera plus. Peut-être qu'il ne dansera plus. Peut-être que tout est fini. À cet instant, ce n'est pas seulement son avenir qui s'écroule. C'est son identité. Patrick Dupont, sans mouvement, qui est-il? C'est ici que sa vie devient presque irréelle. Parce qu'au lieu de sombrer totalement, il refuse. Il refuse avec une violence intérieure. Une obstination de survivant. On lui apporte un fauteuil roulant. Il ne veut pas. Il se lève. Il force. Il souffre. Il traverse une pièce comme si traverser une pièce était un acte de guerre. Ce n'est pas un beau moment romantique. C'est une scène de douleur. Une scène où le corps hurle et où l'esprit répond « Je m'en fiche. Je ne me rendrai pas ». Max Bosoni revient à ses côtés. Comme au début. Comme si la vie bouclait une boucle. Le maître et l'élève. Le mentor et l'enfant devenu adulte. Ensemble, ils recommencent à zéro. Rééducation. Pas de danse. Lenteur. Humiliation. Frustration. Parce que oui, se rééduquer, c'est aussi être humilié. C'est être ramené à des gestes minuscules alors que tu as connu le sublime. C'est devoir se réjouir de tenir debout quand tu étais capable de voler. Patrick pleure. Patrick crie. Patrick se brise. Et pourtant, il continue. Mais derrière cette reconstruction, un autre danger se glisse. Un danger silencieux. La morphine. Les antidouleurs. Les médicaments qui apaisent, puis qui réclament. Et quand les ordonnances se terminent, le manque arrive. Et avec le manque, l'angoisse. Alors l'alcool s'installe. Comme une autre béquille. Comme une façon de ne pas sentir. De ne pas penser. De combler le vide laissé par les applaudissements, la scène, le sens. Patrick tombe encore. Pas sur scène. Dans la vie. Il y a des épisodes de dérive, des arrestations pour conduite en état d'ivresse, des condamnations. Et là, le regard du public change. Le même public qui adorait Cécile le regarde comme un exemple triste. Comme une star déchue. La presse adore ça. L'histoire de l'étoile brisée fait vendre. Et vous imaginez la violence intérieure? Se voir réduit à ça. À un titre. À une chute. C'est le moment où beaucoup auraient disparu pour de bon. Mais Patrick a un truc particulier. Il a cette capacité étrange à revenir. Même quand personne n'y croit. En 2000, il remonte sur scène dans une comédie musicale. Pas dans le cadre sacré de l'opéra, pas dans le répertoire classique qu'il a fait roi. Non. Autre chose. Une autre forme. Une autre lumière. Il est là. Debout. Vivant. Et ce retour n'est pas celui d'un homme intact. C'est le retour d'un survivant. Chaque geste porte une trace. Chaque mouvement est une négociation avec la douleur. Mais le public, lui, ressent quelque chose d'encore plus puissant que la perfection, la vérité. La fragilité. Le courage. La présence. Et c'est là que s'ouvre une nouvelle phase de son histoire, la rédemption par la transmission, et par l'amour. 2004 une proposition. Presque discrète. Une chorégraphe, Leila da Rocha, l'invite à intervenir dans son école de danse à Soissons. Soissons, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas le Palais Garnier. C'est une ville plus calme, plus simple. Un lieu où l'on respire autrement. Patrick accepte. Sans imaginer que sa vie va basculer une nouvelle fois. Leila n'est pas une figure classique du milieu. Son parcours mélange sport, énergie, spiritualité, danse orientale, danse sacrée. Elle a une force particulière. Une intensité qui ne passe pas par la mondanité. Elle voit l'homme derrière l'étoile. Et Patrick, qui a passé sa vie à être regardé comme une image, rencontre enfin quelqu'un qui le regarde comme un être humain. Ils se parlent. Longtemps. Trop longtemps pour une rencontre professionnelle. Ils se quittent difficilement. Et très vite, ils ne se quittent plus. Ce lien devient une bouée. Une main tendue dans un océan. Parce que Patrick, à cette époque, est encore fragile. Il se reconstruit, mais il a des fissures partout. Leila le stabilise. Elle l'ancre. Elle lui donne une raison nouvelle. Et c'est peut-être ça, la plus grande surprise de sa vie, découvrir qu'on peut être aimé sans être parfait. Qu'on peut être aimé même quand on ne brille pas. Ensemble, ils créent, ils montent des projets, ils mélangent les styles. Ils construisent une autre idée de la danse, moins institutionnelle, plus libre. Ils osent. Et Patrick retrouve une joie. Pas la joie enfantine des débuts. Une joie plus mûre. Une joie d'homme qui a frôlé la mort et qui comprend que la lumière n'est pas éternelle. À ce moment-là,
si vous avez le sentiment que cette histoire dépasse la danse, vous avez raison. Parce qu'au fond, c'est une histoire sur la reconstruction. Sur ce qu'on fait quand la vie te retire ce qui te définissait. Et si, là, maintenant, vous vous dites moi aussi j'ai dû me reconstruire, alors gardez cette vidéo près de vous. Abonnez-vous. Pas pour collectionner des abonnements, mais pour se rappeler, de temps en temps, que certaines chutes ne sont pas la fin. Mais toute renaissance a son prix. Et chez Patrick, la parole devient parfois une arme à double tranchant. Avec le temps, il parle plus librement de sa vie intime, de ses relations, de ses errances. Il évoque des périodes où il a eu des relations avec des hommes, et il le fait avec ses mots à lui, des mots qui créent une polémique. Parce que certains y voient une remise en cause de l'homosexualité en général, alors que lui affirme parler uniquement de son propre parcours, de ses confusions, de ses fuites. C'est un moment délicat, sensible. Un moment où l'on voit à quel point Patrick est resté, malgré la célébrité, un homme maladroit avec les codes. Un homme qui parle parfois trop frontalement. Un homme qui ne filtre pas. La controverse le rattrape. Le public se divise. Les réseaux s'enflamment. Et Patrick, fidèle à lui-même, ne joue pas la comédie de l'excuse calibrée. Il tente d'expliquer. Il insiste sur l'idée qu'il raconte son histoire, pas celle des autres. Que penser? Peut-être ceci, Patrick Dupont n'a jamais été un personnage lisse. Il est fait d'angles, de blessures, d'excès. Il est aussi le produit d'un monde très dur, où l'on apprend tôt à se protéger, parfois maladroitement. Et quoi qu'on pense de ces mots, une chose est sûre, il a toujours été un homme qui cherche à comprendre pourquoi il souffre. Et cette recherche, elle continue. 2017, nouveau projet. Une école de danse internationale à Bordeaux, construite avec Leïla. Un lieu qui veut préparer les jeunes à un monde où la danse peut être multiple, où l'on n'est pas obligé de s'enfermer dans une seule étiquette. Patrick, l'ancien enfant humilié, devient celui qui transmet. Celui qui dit, je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça détruit. Alors je veux vous donner autre chose. Et puis arrive un retour inattendu, presque incroyable. 2018, Danse avec les stars. Patrick Dupont devient juré dans l'émission la plus populaire autour de la danse. Et là, pour une nouvelle génération, il n'est plus l'étoile du Palais Garnier. Il devient ce juge charmeur, élégant, pétillant, parfois drôle, parfois touchant. Les jeunes le découvrent. Les anciens le retrouvent. La France retombe amoureuse. Ce qu'il réussit ici est rare, il traverse les époques. Il renaît dans un autre format. Il devient un visage familier du vendredi soir. Un homme qui encourage, qui critique avec poésie, qui raconte la danse comme on raconte une émotion. Et surtout, il a l'air heureux. Le public croit voir un homme apaisé. Un homme enfin stable. Un homme qui a vaincu ses démons. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'histoire est en train de se refermer. En silence. Parce que pendant ces années-là, Patrick Dupont se bat contre quelque chose de bien plus grand que la douleur d'un tendon, bien plus grand que les humiliations d'une institution, bien plus grand que les scandales. Il se bat contre une maladie. Et c'est là que le mystère grandit. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi a-t-il continué à sourire, à commenter, à apparaître devant des millions de personnes, alors qu'il savait? Imaginez cette situation. Vous êtes en train de revenir au sommet, d'être aimé à nouveau, de sentir que le pays vous regarde avec tendresse, et dans votre corps, quelque chose progresse, quelque chose ronge, quelque chose annonce la fin. Dans ces moments-là, beaucoup cherchent de la pitié. Patrick, lui, choisit le contrôle. Il choisit l'intimité. Il choisit de ne pas être défini par la maladie. Il veut rester Patrick Dupont. Pas Patrick Dupont malade. Il continue. Il projette. Il parle d'avenir. Il entretient la flamme. Jusqu'au 5 mars 2021. La nouvelle tombe. Brutale. Patrick Dupont est mort. Il a 61 ans. Dans les jours qui suivent, la France réagit comme on réagit à la disparition d'un visage qu'on croyait éternel. Les hommages affluent. Les souvenirs remontent. Les vidéos de ces sauts circulent. Les gens disent, je l'aimais quand j'étais enfant. Les autres disent, je le découvrais à peine. Et puis, plus tard, la vérité se précise, il est parti à cause d'un cancer du poumon, qui s'est propagé, qui a avancé vite. Très vite. Le choc vient aussi de ça, personne ne l'avait vu décliner. Personne n'avait entendu un adieu. Il n'y a pas eu de grande mise en scène. Il n'y a pas eu de confession publique. Il y a eu un silence. Un dernier acte de maîtrise. Et ça, c'est bouleversant. Parce que toute sa vie, Patrick Dupont a été un homme exposé. Un homme scruté. Un homme jugé. Un homme applaudi puis détruit. Et à la fin, il choisit une chose simple, garder un morceau de lui pour lui. Comme si, au bout du compte, l'étoile avait décidé que le dernier espace de liberté serait le secret. Le 11 mars 2021, les obsèques ont lieu à Paris, à l'église Saint-Roch. Un lieu associé aux artistes.
Les gens viennent. Des danseurs, des personnalités, des anonymes aussi. Des fleurs blanches. Des visages fermés. Des yeux rouges. Le cercueil est là. Et dans cette cérémonie, il y a quelque chose de profondément symbolique. Patrick Dupont, l'homme du mouvement, est immobile. Et pourtant, son histoire bouge encore dans les cœurs de ceux qui l'ont vu danser. Leïla est là. Sa compagne. Celle qu'il a recueillie quand il était au bord du gouffre. Celle qu'il a aimée quand il n'était plus une star, mais un homme cabossé. Elle porte désormais ce rôle terrible, être la survivante. Et vous savez, c'est peut-être ça, la tragédie la plus silencieuse. Les gens pensent souvent que la star est seule face à sa chute. Mais quand la star tombe, ceux qui l'aiment tombent aussi. Ils tiennent, ils portent, ils ramassent les morceaux. Et ensuite, ils doivent apprendre à vivre avec l'absence. Si, à cet instant, vous avez une pensée pour quelqu'un que vous avez perdu, ou pour quelqu'un qui se bat en silence, envoyez-lui un message après cette vidéo. Un vrai message. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps il reste. Et parfois, un simple « je pense à toi » peut devenir une bouée. Alors, que reste-t-il de Patrick Dupont? Il reste l'image du prodige, oui. Le saut, l'élévation, la technique. Il reste les victoires, Varna, l'étoile à 21 ans, les soirées où il semblait voler. Mais si on s'arrête là, on manque l'essentiel. Patrick Dupont, c'est aussi une leçon sur la violence du rêve. Sur l'envers d'une vocation. Sur ce que coûte le fait d'être exceptionnel dans un monde qui ne tolère pas la faiblesse. Parce qu'on ne devient pas Patrick Dupont sans payer. Et lui a payé cher, son corps, sa stabilité, son rapport à lui-même. Et pourtant, malgré tout, il a aussi prouvé autre chose, qu'une chute ne ferme pas forcément l'histoire. Qu'un homme peut être licencié, humilié, cassé en 134 fractures, ridiculisé, et pourtant trouver encore la force de se relever. Ce n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de happy end parfait. Il y a une vérité plus forte, la vie est un mouvement. Et même quand on tombe, on peut encore choisir le prochain pas. C'est peut-être ça, le dernier message de Patrick Dupont. Sans même le dire. Alors j'ai une question pour vous, et prenez le temps d'y répondre. Quand vous pensez à Patrick Dupont, qu'est-ce qui vous touche le plus? Le prodige qui défiait la gravité? L'homme qui s'est battu pour renaître? Ou le secret de sa fin, ce choix de partir sans pitié, sans spectacle, avec dignité? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a remué, si vous avez senti un nœud dans la poitrine à un moment, laissez un j'aime, abonnez-vous, partagez. Pas pour faire du bruit, pour faire vivre une mémoire. Parce que certaines étoiles ne s'éteignent pas vraiment. Elles changent juste de ciel.